Dernière tranche d'information de la journée. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 23h au sommaire de l'actualité. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé visite le chantier de la cité de formation professionnelle d'Ebimpe. Cette cité fait partie des 7 établissements de formation professionnelle en construction pour répondre efficacement à la problématique de l'adéquation formation-emploi. Les travaux sont achevés à 93%, une satisfaction pour le chef du gouvernement. Une jeunesse bien formée donne assurément satisfaction à toute une nation. Le dossier de la rédaction mettra en lumière ce soir 2 talents, 2 champions nationaux. J'ai une passion commune, l'amour du cacao. À travers la transformation de cette richesse locale, ils ont créé des produits appréciés à travers le monde, de fierté nationale à découvrir dans quelques instants. Le village quartier d'Akoedoatier dans la commune de Cocody a vécu un drame hier jeudi 15 août. Une mosquée s'est effondrée sur des fidèles pendant la prière de 16 heures. 8 décès sont enregistrés. Merci de toujours vous informer sur la chaîne qui rassemble. Problématique de l'adéquation formation-emploi. L'équation en voie de résolution, une cité de la formation professionnelle sortira de terre à Ebimpe, sortie est d'Abidjan. Robert Begré-Mambé sur le théâtre des opérations pour prendre des nouvelles du chantier. Les travaux sont achevés à 93%, une nouvelle satisfaisante pour le chef du gouvernement ivoirien, Franck Wadio. Voici le lycée professionnel et technique d'Ebimpe. Des bâtiments pratiquement opérationnels et bientôt disponibles. Présent sur 20,64 hectares, dont 10 hectares bâtis, ce lycée va accueillir quelques 2000 apprenants dans les filières mécanique générale, imprimerie ou encore industrie agroalimentaire, soit 9 filières. Le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé, en compagnie du maître d'ouvrage, le ministre de l'enseignement technique Kofi N'Guessan, est venu s'imprégner de l'avancée des travaux. Il y a des machines-outils pour la mécanique, des stands de formation pour les véhicules, des stands de formation pour l'agro-industrie, de sorte à ce que la connexion entre tous ces instruments soit un bonus pour la Côte d'Ivoire. C'est ça l'essence de l'enseignement technique. Et c'est pourquoi le président a demandé au ministre de se battre pour nous offrir le meilleur possible en matière de formation technique. Ce sont au total 7 infrastructures du même type en construction sur l'étendue du territoire. C'est un vaste programme de modernisation de l'offre didactique en formation professionnelle, une réponse à la problématique de l'inadéquation formation-emploi. Il y a Ebimpe, il y a Yamsokro, il y a Diabo, il y a Kong, il y a Korogo et Belema. Alors, ce sont des potentialités qu'on offre à tous les jeunes. Je voudrais résumer en disant que l'enseignement technique doit permettre aux jeunes de s'exprimer et de faire parler leur génie pour le bien de tous. Donc, le président veut former des jeunes pour leur permettre d'avoir d'abord du solide au plan social, mais surtout de tirer le pays vers le haut. Voici le sens de cette visite. Pour ce qui concerne le lycée professionnel d'Ebimpe, les assurances sont données pour fin 2024. Le projet, dans sa globalité, est estimé à plus de 146 milliards de francs CFA. Une jeunesse bien formée fait inexorablement la fierté de tout un pays. C'est le cas de nos champions nationaux, Awa Touré et Foussini Diakité. 2 graines, 2 talents, une même passion, le cacao. Ces Ivoiriens ont décidé de valoriser la première richesse de la Côte d'Ivoire à travers la transformation de cette matière première de la fève. À plusieurs produits dérivés, ils ont réussi à imposer leur savoir-faire à travers le monde. La rédaction de RT1 vous invite à les découvrir dans ce dossier signé Jean-Marc Djadji. Dans les salons feutrés de cette boutique d'Abidjan, il plane comme un air de cacao. À l'image de ces boîtes, à l'intérieur desquelles se dévoilent des créations originales. Une biscuiterie fine, créée en 2021 par Awa Touré, créatrice gastronomique. Lorsque j'ai débuté la collection des rails sablés, c'était super important pour moi d'inclure le cacao de Côte d'Ivoire parce que je voulais montrer que la Côte d'Ivoire est bien plus que des producteurs. Nous pouvons transformer et en plus de ça, nous pouvons faire des produits d'excellence à base des produits que nous produisons. Ce qui d'ailleurs lui a permis d'être repéré par une célèbre académie française et ainsi devenir l'une des ambassadrices du savoir-faire chocolatier ivoirien.
Je suis la première et plus jeune ressortissante de l'Afrique de l'Ouest et aussi femme à intégrer la prestigieuse et élitaire Académie culinaire de France, qui est une académie qui ne sélectionne que la crème de la crème des meilleurs pâtissiers, cuisiniers et producteurs dans les métiers de bouche de luxe international. Du chocolat révisité dans l'arrière-boutique où Awa Touré réalise ce jour-là des biscuits enrobés de chocolat blanc. Donc là, c'est que du chocolat 100% made in Côte d'Ivoire, le plus cher et le meilleur. Mais sa palette est large car son cacao, elle l'infuse aussi en thé. Le but, donner à déguster l'authenticité du cacao local, très prisé dans le monde, sous différentes formes. Nous pensons nous vendre à l'international, mais de la meilleure des manières. Et c'est pour ça que nous avons entamé depuis aujourd'hui 2 ans et demi notre formation pour la certification ISO. La quête de l'excellence dans la transformation du cacao ivoirien, un enjeu pour les artisans locaux et le gouvernement ivoirien qui entendent bâtir une réelle industrie afin de créer de la valeur ajoutée à l'exportation. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, ne transforme que 33% de sa production, mais envisage atteindre 100% d'ici 2030. Pour cette campagne 2023-2024, le pays espère produire 1 750 000 tonnes de cacao. Une partie sera transformée dans des usines comme celle-ci où arrivent en période de campagne des tonnes de matières premières. Voilà ça là. François. Bon, c'est le nouveau cacao. Des fèves qui sont contrôlées de leur entrée à l'usine. Ce que vérifient ici Diakité Fousseni et ses collaborateurs, c'est leur niveau de séchage, car elle doit être débarrassée de toute l'humidité pour être admise, mais pas que. Quand tu regardes la masse, tu vas voir qu'il y a certaines impuretés dedans. Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire met beaucoup d'accent sur l'origine ivoire du cacao. C'est-à-dire le cacao de Côte d'Ivoire doit être de très bonne qualité. Donc il faut faire passer ça à l'usine pour nettoyer ça très bien, enlever tout ce qui est impureté, afin de reconditionner dans les sacs export pour l'exportation. L'entreprise que pilote Diakité Fousseni travaille avec 1500 producteurs et 40 coopératives. Mais une bonne partie de leur production présente des défauts et n'est donc pas éligible à l'exportation. Et c'est là que l'entreprise entre en scène en transformant ses fèves rejetées en argent. Notre particularité, c'est qu'on ne jette rien. Nous, on utilise tout. Voilà, UNTS-CCCI, ça c'est la coopérative qui exporte les fèves de cacao après le traitement. Et la société Diakité Cocoa Product transforme les dérivés de cacao en produits semi-finis. Des fèves qui suivent un autre circuit et qui sont collectées dans ces sacs. Un cacao bien qui n'est pas humide, il rentre dans ce qu'on appelle le four, pour être séché à un certain nombre de degrés. Et il y a des fèves qui s'éclatent dans le four. Voilà, ça donne des brisures de cacao. D'abord, il y a la brisure de cacao, puis il y a la petite fève de cacao. Des fèves minuscules, voilà, qui n'interviennent pas dans l'exploitation, qu'on retire aussi. Ces brisures de cacao sont ensuite passées au torréfacteur qui en libère l'arôme. Puis ces grains de cacao sont broyés pour obtenir cette épaisse pâte, appelée masse de cacao, stockée dans une grande salle après un passage en chambre froide. Généralement, la masse, c'est la matière première du chocolat, généralement. En l'état, cette masse, déjà commercialisable, peut encore être transformée. Pressée ici dans ces machines pour en extraire de l'huile de cacao, plus communément appelée beurre de cacao. Pour la masse de cacao, nous sommes à 2000 tonnes de produits transformés par an. Et pour le beurre, nous sommes autour de 1500 tonnes de produits transformés par an. C'est utilisé aussi par des sociétés de cosmétiques ici en Côte d'Ivoire et aussi à l'extérieur, à l'international. C'est un domaine qui est rentable dans la mesure où il y a ce qu'on appelle, nous on fait des éléments ajoutés sur le produit. Par exemple, les déchets de cacao qui se jetaient auparavant sont aujourd'hui transformés en produits semi-finis comme la masse, le beurre. L'entreprise, deuxième prix d'excellence de la meilleure initiative en matière de valorisation des productions végétales en 2023, entend répondre ainsi au message de l'incitation à la transformation lancée par l'État. S'investir
dans toute la chaîne de valeur pour créer sur le plan local une économie d'échelle qui permettrait à l'État de Côte d'Ivoire de mieux valoriser son cacao et en tirer plus grand profit. Une ambition clairement affichée par le gouvernement ivoirien décidé à multiplier ses usines de transformation. C'était le dossier Jeunesse et Excellence quand le cacao révèle des talents, un sujet de Jean-Marc Djadji. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés prend langue avec le nouveau président du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics au centre des échanges, l'épineuse question des logements. Une occasion pour les deux organisations d'aborder les difficultés rencontrées par le secteur et entrevoir de nouvelles perspectives de collaboration. Lancini Bakayoko. Un programme immobilier mobilise un grand nombre d'intervenants. Il est donc essentiel de coordonner tous les acteurs des BTP avec pour objectif de mener à terme les projets de construction dans les délais et en sécurité. Ces échanges entre le groupement ivoirien du BTP et la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés visent donc, au-delà de la prise de contact, à créer une synergie d'action en vue d'une meilleure compétitivité du secteur. Nous devons contribuer nous-mêmes à créer la croissance inclusive. C'est-à-dire que permettre à nos PME d'avoir suffisamment de parts de marché de sorte que tout ce que nous allons entreprendre produira en fait des résultats et ces fonds pourront être réinversés localement et ça pourra permettre de contribuer à la réduction de la pauvreté. Nous, en tant qu'acteurs nationaux, le devoir que nous avons aujourd'hui envers notre pays, la Côte d'Ivoire, dirigé aujourd'hui par le président Alassane Ouattara et la dynamique équipe qui l'accompagne, c'est de prendre notre responsabilité à travers nos entreprises, à travers nos groupements. Le nouveau président du groupement ivoirien du BTP qui a annoncé entre autres projets le développement de partenariats stratégiques avec d'autres organisations a su de sa franche collaboration avec la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés, d'autant que les contraintes techniques liées à l'organisation d'un chantier obligent à une approche pratique et concertée. L'objectif ici est de voir comment est-ce qu'on peut, sur une plateforme commune avec la Chambre, travailler à améliorer la qualité de nos interventions et gagner de plus grandes parts de marché pour nos entreprises, pour les acteurs nationaux, locaux de ces secteurs-là. Une collaboration à consolider au regard des nombreux chantiers impulsés par le pouvoir public, notamment avec les infrastructures routières et surtout les logements sociaux. Nous vous le disions en titre, un drame est survenu hier jeudi dans le quartier d'Akouedo-Atié, commune de Cocody. Les fondations d'une mosquée ont cédé pendant la prière de 16 heures. Bilan provisoire, 8 fidèles ont perdu la vie. Les recherches effectuées par le groupement des sapeurs-pompiers militaires se poursuivent pour dresser un bilan complet. Le constat de Serge Coléa, Arnaud Kofi et Audrey Témon-Aumont. Tristesse et consternation ce vendredi 16 août à Akouedo-Atié, dans la commune de Cocody. La veille, aux environs de 16 heures, une partie de la grande mosquée s'est effondrée sur les fidèles en pleine prière, créant l'émoi au sein des populations riveraines. On a un vieux au quartier qui est coiffeur. Voilà, il a laissé même un client pour venir rapidement faire sa prière de 16 heures retourner. Il n'est plus rentré à la maison. Sincèrement, je suis attristé. C'est un malheur qui a frappé le quartier. C'est vraiment douloureux. Ça, c'est des choses qui arrivent, qu'on ne s'attendait pas, vraiment que difficile à accepter. Le bilan est lourd. 8 membres de cette communauté ont perdu la vie. Face à ce deuil, les fidèles s'en remettent à Allah. Nous regrettons les décès et nous sommes de cœur avec les familles éplorées. C'est Dieu qui a voulu et Dieu est voulant. On ne fait que se plier à la volonté de Dieu. Dès les premières heures de ce drame, les éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires se sont déployés sur les lieux. Le commandant Alban Conan a conduit les opérations pour sortir les victimes des décombres. Il s'agissait de l'effondrement partiel d'une mosquée en construction qui, pendant les heures de prière, aux alentours de 16 heures, abritait déjà des personnes qui priaient. Il y a eu 2 blessés graves et il y a eu 7 autres victimes décédées que nous avons dégagées. Et les opérations ont continué toute la nuit. Et ce matin, lorsque nous avons continué les recherches, nous avons pu dégager une victime. Et donc, ce qui porte à 10 victimes au total, provisoirement.
Et il faut dire que sur les 10 victimes, on a 2 blessés graves et 8 décès. Les recherches se poursuivent normalement. Et lorsque nous aurons pu enlever totalement tous les décombres, nous pouvons arrêter un bilan définitif. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de l'accident. En attendant, la solidarité des populations se manifeste. La communauté musulmane, quant à elle, fait des prières pour le repos de l'âme des disparus. Et justement, pour aider les populations en cas de drame ou d'accident, les centres de santé de la région du Gontougo viennent de recevoir un important appui en équipement. Ce geste découle du partenariat entre la Fondation 221 et le Conseil régional. La cérémonie de remise s'est tenue à l'hôpital général de Tanda en présence du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, par ailleurs président du Conseil régional du Gontougo, et du ministre de la Santé, Khalil Diomandé. Des équipements médicaux, des médicaments et des consommables informatiques d'une valeur de 700 millions de francs CFA pour booster l'efficacité des centres de santé de la région du Gontougo. J'ose espérer que le personnel médical voudra bien veiller davantage à l'utilisation optimale du matériel et des produits pharmaceutiques. Connaissant votre degré d'engagement et votre sens de la responsabilité, je suis rassuré que vous vous donnerez autant que nous pour pérenniser ce partenariat. Ce don de la Fondation 221 s'inscrit dans le cadre d'un partenariat signé le 30 mars 2024 avec le Conseil régional du Gontougo. À sa tête, le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. L'autre jour, moi-même, j'étais ici pour procéder à la remise du matériel que vous nous aviez donné en mars. Et on me dit encore qu'il y a des conteneurs qui sont dans les bateaux qui arrivent. Merci pour ce que vous faites pour l'Afrique. Cet appui de la Fondation 221 aux établissements de santé de la région du Gontougo, confrontés à d'importants défis, est un véritable coup de boost à la politique de développement du système sanitaire, à en croire le ministre de tutelle. Pierre Demba perçoit déjà l'impact de ce don. Grâce à ce don important, pourront bénéficier des soins de qualité. Et c'est là notre objectif. Les populations du Gontougo, de Bondoukou, de Kounfao, de Transua, de Sandégué. Je voudrais remercier au nom du gouvernement les généreux donateurs qui ont pu faire ce don important pour le secteur de la santé. Ce don crucial qui nous permettra d'assumer nos missions avec beaucoup plus d'efficacité. Portée sur les fonds baptisments en 2014 aux États-Unis, la Fondation 221 fait de la santé une priorité, avec plus de 20 milliards de francs CFA investis dans plusieurs pays africains. Un autre don, cette fois dans la région des Lacs, à l'occasion de l'an 64 de la Côte d'Ivoire. Le dispensaire du canton de Vlancro, dans la sous-préfecture de Molonou, reçoit une ambulance médicalisée. C'est un don de Philippe Ndri, cadre de la localité, pour améliorer la prise en charge des patients. Le reportage d'Issaïo est commenté par Khalil Diomandé. Quand cette ambulance flambant neuve marque son arrivée dans le Vlancro, sous-préfecture de Molonou, c'est l'allégresse. Les populations heureuses voient en cet engin médical la fin de leur calvaire. C'est la toute première ambulance du dispensaire de Vlancro. Elle est offerte par l'un des cadres de la localité, en la personne du docteur Philippe Ndri, en collaboration avec une fondation. Une manière de promouvoir la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire, comme prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. Toute chose qui procure satisfaction et reconnaissance chez les bénéficiaires. Cela est formidable. Je voudrais, au nom de la population, dire merci aux donateurs. Je voudrais, une fois lancer un appel à nos frères, de suivre l'exemple de notre frère, docteur Philippe. L'outil qui est mis à ma disposition est un outil de première nécessité pour sauver la vie de toute la population. L'ambulance a été offerte à l'occasion des festivités de l'indépendance dans le Vlancro. Les cadres de la localité entendent mutualiser leurs efforts pour en faire davantage. Une mission de pédagogie, le groupe parlementaire du RHDP au Sénat en mission dans le IFU à Daoukro. Objectif, informer et sensibiliser la population sur le contenu de 23 projets de loi et leur impact dans la société. Le compte rendu de Kader Sokodogo.
Salle Pepressou de l'hôtel de la paix de Daougo. Une délégation du Sénat sensibilise les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP et la population de la région de Lifou aux lois sur le code de la nationalité, la protection de l'éléphant, le foncier, la politique nationale d'endettement et le projet de loi sur les biens mal acquis. Pour le chef de la mission, le sénateur du Thiologo, Traoré Bamoudien, président du groupe parlementaire RHDP, cette mission d'information a pour but de faciliter la compréhension des populations quant aux lois qui ont été votées et qui concernent directement ces populations. La mission que nous portons actuellement vise à assumer une de nos responsabilités vis-à-vis des collectivités. Il y a eu une législature, nous avons voté des lois et pour notre part, il est important que nous revenions vers nos bases, vers nos électeurs pour leur expliquer effectivement l'essentiel du contenu de ces lois. Mais à travers ça aussi, nous espérons être plus proches de nos militants. Selon Traoré Bamoudien, la politique d'endettement de la Côte d'Ivoire a permis la création de richesses à travers la construction de routes et de ponts. Ce qui traduit cette modernisation de notre pays, il y a un fonds assez essentiel qu'il ne faut pas minimiser, de telles lois qui sont votées et qui permettent, de notre point de vue, un changement structurel de notre société. C'est assez important, afin que nos militants puissent être outillés de ces arguments pour pouvoir affronter les batailles à venir. Depuis le 18 juillet 2024, le groupe parlementaire RHDP au Sénat, sous la supervision de la présidente de l'institution, Kandia Kamisoko Kamara, a entamé une mission d'information et de sensibilisation dans 6 régions du pays pour expliquer les projets de loi et au-delà, recueillir des propositions. La sous-préfecture de Crégbé a accueilli ce mercredi la journée de reconnaissance et du mérite à Ara, région du Moronou. Pour cette édition, les meilleurs élèves aux examens à grand tirage ont été distingués. Khalid Diomandé, Ngata Kwame. Ils ont fait de la rigueur et de l'excellence leur credo tout le long de l'année académique 2023-2024. Les meilleurs élèves au CPE, au BEPC et au baccalauréat des sous-préfectures de Crégbé, Guabo et Assoakro sont primés à l'occasion de la journée de reconnaissance et du mérite. Ils reçoivent du numéraire, des kits scolaires et des ordinateurs portables. Le seul sentiment qui m'anime, c'est la joie d'être honoré, de savoir que tout le travail qu'on a fait est récompensé. Cette reconnaissance m'encourage à donner le meilleur de moi-même et à bien travailler de la seconde à la terminale. Et j'invite mes amis à choisir le chemin de l'excellence. Depuis maintenant 2 ans, cet événement est inscrit dans l'agenda des populations de Crégbé à l'initiative d'un cadre de la localité, Mathias Afoumani, opérateur minier. Il entend ainsi apporter sa pierre au développement local et entretenir la flamme de l'excellence chez les élèves. Il est important pour moi d'aider nos jeunes frères qui veulent aller à l'école. Aujourd'hui, la facilité ne paye pas. Et voilà pourquoi j'organise la journée de reconnaissance. Demain, ces jeunes vont prendre la relève pour le développement de notre sous-préfecture. Au regard de l'engagement de Mathias Afoumani pour sa communauté, la directrice des ressources humaines de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, Nadine Yeba, lui prête main forte pour cette 2e édition de la journée de reconnaissance. Merci à Afoumani. Merci pour toutes les actions de développement qu'il a posées. Merci pour les gestes qu'il pose à l'endroit de ses petits frères. Alors nous allons le soutenir dans ses actions de développement chaque fois qu'il aura besoin de nous. Et je pense que Crégbé sera développé petit à petit. Fort de sa contribution au développement de la sous-préfecture de Crégbé, Nadine Yeba a été élevée au rang de reine-mère et baptisée Nana Monkassi. Un autre sujet, le débat de l'alternance politique intéresse les jeunes des partis politiques. La tribune citoyenne lance les échanges sur le thème « Les jeunesses politiques en Côte d'Ivoire, un avenir de continuité ou de rupture politique ». Pour en débattre, cet espace d'échange a réuni les représentants de jeunesse de partis politiques. Et les discussions ont porté sur plusieurs thématiques, notamment le renouvellement de la classe politique. On fait le point avec Sidonie Davila. Les jeunesses politiques en Côte d'Ivoire, un avenir de continuité ou de rupture politique. Le sujet sur la table de la plateforme d'échange, la tribune citoyenne. Invités en tant que panélistes, les différents représentants des jeunesses des partis politiques discutent des enjeux de leur participation dans la vie politique du pays. Un vieil homme assis voit plus loin
qu'un jeune qui est debout. Ce qui veut dire que nous devons, même si nous devons nous projeter dans l'avenir, il nous faudra pas une rupture, mais une alternative qui s'appuie sur les bases anciennes que nous avons connues afin de mieux construire l'avenir. Il faut aller plutôt dans la continuité, mais en améliorant ce qui existe. Nous avons fait des propositions allant dans le sens d'avoir un profil de carrière pour que les jeunes qui rentrent en politique puissent avoir une progression continue. Réunis pendant 4 heures, les jeunes ont exploré de multiples thématiques. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a un fort besoin d'inclusivité au niveau de la jeunesse ivoirienne qui a besoin d'être prise en charge dans les politiques internes aux partis politiques et dans ce qu'elle propose comme projet de gouvernement. Voilà. Vous allez sur le terrain, vous découvrez que les gens n'ont absolument aucune formation. C'est ce qui fait le mal de la Côte d'Ivoire. Donc il faut aujourd'hui former nos jeunes, participer, les invités au débat, qui comprennent les enjeux, qui comprennent pourquoi on s'engage en politique, comment s'engager, comment avoir des combats citoyens, pourquoi on passe du stade de sujet au stade de citoyen. Organisé par une ONG en partenariat avec le Conseil national des droits de l'homme, cette tribune citoyenne a été saluée par la présidente du CNDH. Namizata Sangaré a exprimé son appréciation pour ces échanges constructifs. Toujours en politique, un mouvement proche du RHDP se signale, l'EDR, c'est son nom. L'Écho de la République veut promouvoir les actions de gouvernance du président de la République, les missions et les objectifs de ce mouvement dévoilés dans une conférence de presse. Les temps forts avec Anaël Ducrisa, Chantal Akandan et Zié Apollinaire. Le président de l'Écho de la République, EDR, a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a rappelé les objectifs visés par son mouvement. Sa vision est de mettre en lumière le caractère exceptionnel de la gouvernance du président Alassane Ouattara et de promouvoir ses actions. Nous constatons que depuis l'arrivée de notre mentor aux affaires, le domaine de la santé a été très amélioré en matière d'eau potable des châteaux, et sans oublier aussi les infrastructures routières. Il faut féliciter le président de la République. En seulement 12 ans, le pays a été métamorphosé. Né en janvier 2024, l'EDR, ce mouvement pro-RHDP, se donne pour mission de défendre l'image de la République incarnée par le président Alassane Ouattara et défendre ainsi sa gouvernance et faire la promotion du e-militantisme. 2025, c'est maintenant. Le RHDP continue de tisser sa toile. Kobena Kwasi Adjoumani est allé investir ce mercredi la coordination régionale RHDP de l'Agnébitiassa, une coordination dirigée par Pierre Demba, ministre en charge de la Santé. Les détails avec Mama Traoré. Dans la région de l'Agnébitiassa, le parti au pouvoir renouvelle sa confiance à Pierre Demba en le reconduisant comme coordonnateur régional principal. Il sera aidé dans sa tâche par 6 adjoints issus des 4 départements de la région. Une délégation de haut niveau du directoire conduite par Kobena Kwasi Adjoumani est venue investir le commando RHDP dans l'Agnébitiassa. Ce n'est pas de l'individualisme que nous allons cultiver ici à Aboville. Nous devons être autour de Demba pour aller à l'assaut des victoires. Et en matière de victoire, nous savons gagner. La discipline doit être de mise. Le coordonnateur régional principal, Pierre Demba, se dit prêt pour la mission. Je prends l'engagement, en tant que coordonnateur principal, de réunir et rassembler tous les militants et au-delà, tous les fils et filles de la région de l'Agnébitiassa, afin que nous puissions constituer une colonne de combattants imprénables pour la victoire éclatante du RHDP et de son président Alassane Ouattara en octobre 2025. Kobena Kwasi Adjoumani exhorte les secrétaires départementaux et de section à faire bloc autour de la coordination régionale. Les militants du RHDP de Grand Bassam, prêts à relever les défis futurs, une rencontre au siège du parti a eu pour mot d'ordre la remobilisation pour l'inscription et la vérification de la liste électorale. Objectif, gagner l'élection présidentielle avec un score éclatant. Éric Goré et Sylvestre Nguessan pour plus d'informations.
Le RHDP remobilise ses troupes à Grand Bassam, une façon d'animer de façon quotidienne le parti des oufouettistes. Militants, militantes et coordonnateurs du parti en symbiose pour faire triompher ce parti politique dans cette localité. Mettre en place les différentes stratégies et travailler à recruter de nouveaux militants en privilégiant l'inscription sur la liste électorale sont des défis majeurs pour le RHDP de Grand Bassam. Ici, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix revendique la majorité devant les autres formations politiques. Comment conserver cet acquis ? 2025 se prépare à travers la révision de la liste électorale et il était important pour nous de sensibiliser les militants, les militantes sur le caractère crucial de cette opération de révision de la liste électorale parce que l'élection de 2025 va se gagner à travers justement cette révision de la liste électorale pour pouvoir exercer son droit de vote, peser de tout son poids dans le choix de la prochaine équipe qui dirigera la Côte d'Ivoire, le choix de cette équipe, mais le choix d'un programme aussi surtout. Les militants ont donc carte blanche pour sensibiliser et convaincre de nouveaux sympathisants pour renforcer le RHDP de Grand Bassam. L'actu inter à présent, le Conseil souverain du Soudan a annoncé hier jeudi 15 août la réouverture du poste frontière d'Adré pour une durée de 3 mois. Ce poste frontière reliant le Tchad au Soudan via la région du Darfour était fermé depuis février quand Khartoum avait interrompu les livraisons d'aide affirmant qu'il était utilisé par les paramilitaires des forces de soutien rapide menées par le général Hemedti pour s'approvisionner en armes et en munitions. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelhati, est arrivé à Beyrouth ce vendredi pour une tournée auprès des dirigeants libanais afin de discuter des développements actuels dans la région. Badr Abdelhati a déclaré vendredi qu'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza était nécessaire pour mettre fin à une escalade. Cette escalade pourrait entraîner la région dans une guerre plus vaste. L'homme d'État a par ailleurs transmis un message de solidarité et de soutien de la part des autorités égyptiennes. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite un excellent week-end.